Aujourd'hui, on va se pencher sur une menace silencieuse, un changement presque invisible qui est en train de ronger les fondations mêmes de la vie marine. C'est un sujet absolument crucial, mais qui reste souvent dans l'ombre du changement climatique. Alors, on va plonger ensemble pour comprendre ce qu'est l'acidification des océans. Cette citation, franchement, elle résume parfaitement le problème. Contrairement à des méga-feux ou des ouragans dévastateurs, l'acidification, ça ne donne pas d'image spectaculaire. C'est une crise invisible, une transformation purement chimique qui se passe sous la surface, mais dont les conséquences, elles, sont tout aussi redoutables. 30%. Il faut prendre un instant pour bien mesurer ce que ça signifie. Depuis le début de l'ère industrielle, l'acidité des océans a déjà grimpé de 30%. Attention, ce n'est pas une petite variation, non. C'est un changement chimique massif et surtout incroyablement rapide à l'échelle de la planète. On va commencer par décortiquer ce qu'on appelle souvent l'autre problème du CO2. On sait tous que l'océan absorbe une partie de notre carbone, et heureusement d'ailleurs. Mais quel est le prix à payer ? En fait, l'océan nous rend un service absolument immense. Il agit comme une gigantesque éponge à carbone. Il absorbe à peu près un quart de tout le CO2 qu'on émet. Sans ça, le réchauffement de l'atmosphère serait bien pire, c'est une certitude. Sauf que ce service a un coût. En se dissolvant dans l'eau, le CO2 change la chimie de l'océan et le rend plus acide. Alors, comment ça marche concrètement ? On va entrer un peu dans la chimie d'un océan qui souffre. Mais pas de panique, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air et c'est vraiment la clé pour tout comprendre. C'est là que c'est un peu contre-intuitif. On voit une toute petite variation du pH, de 8,2 à 8,1, et on se dit « bof, c'est rien ». En réalité, c'est un bouleversement chimique majeur. Pourquoi ? Parce que l'échelle du pH est logarithmique. Donc une petite baisse de ce chiffre signale en fait un changement d'une ampleur que la vie marine n'a pas connu depuis des dizaines de millions d'années. Le point crucial, il est là. On peut imaginer ce processus comme un véritable braquage moléculaire. Le CO2 qui se dissout libère des ions hydrogène, ce qui fait grimper l'acidité. Et ces ions en trop, ils agissent comme des voleurs. Ils s'emparent des ions carbonates. Or, le carbonate, c'est les briques essentielles dont les coraux, les huîtres ou certains planctons ont un besoin vital pour construire leur coquille ou leur squelette. Ils sont littéralement privés de leurs matériaux de construction. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas au CO2. D'autres pollutions, beaucoup plus locales, viennent jeter de l'huile sur le feu. Près des côtes, par exemple, les rejets de l'agriculture intensive ou les eaux usées peuvent créer des points chauds, des zones où l'eau devient encore plus acide. Ça crée un cocktail vraiment dangereux pour une vie marine qui est déjà fragilisée. Bon, maintenant qu'on a vu la chimie, regardons un peu ce que la science nous dit sur l'histoire de l'océan, et surtout ce que l'avenir nous réserve. Et là, le verdict est assez frappant. Les scientifiques sont devenus de véritables détectives du climat. En analysant des bulles d'air qui sont piégées dans des glaces très anciennes ou des fossiles de coquillages dans les fonds marins, ils arrivent à lire l'histoire de l'océan. Et leur conclusion est formelle. La vitesse du changement actuel est absolument sans précédent, du jamais vu depuis au moins 65 millions d'années. Les projections du GIEC, en gros, nous montrent deux chemins possibles. D'un côté, le meilleur des cas. Si on réduit fortement nos émissions, l'acidité augmente encore un peu, mais une adaptation reste possible. De l'autre côté, le pire scénario, si on continue avec les énergies fossiles. Là, le pH chute de 0,4. Ça peut paraître peu, mais ce serait une catastrophe, avec des conditions tellement acides qu'elles deviendraient corrosives. On assisterait à un effondrement généralisé des écosystèmes. Et ce pire scénario, en chiffres, ça donne ça. Une augmentation de 150% de l'acidité d'ici la fin du siècle. Là, on ne parle plus d'un problème, on parle d'une transformation qui rendrait l'océan hostile à une immense partie de la vie qu'il abrite aujourd'hui. Ok, la chimie, les chiffres, c'est une chose. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change sous l'eau ? Eh bien, ça déclenche un véritable effet domino qui menace des écosystèmes entiers et par ricochet nos propres sociétés. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre la lutte des organismes marins. Construire leurs coquilles ou leurs squelettes dans une eau plus acide, ça leur demande une énergie folle. C'est une énergie qu'ils ne peuvent plus utiliser pour grandir, pour se reproduire ou tout simplement pour survivre. Alors, qui sont les premiers dominos à tomber ? Eh bien, les bâtisseurs de l'océan, bien sûr, les coraux, les mollusques, mais aussi des créatures beaucoup moins connues, comme les ptéropodes. On les surnomme les chips de mer. Ces petits escargots marins, ça n'a l'air de rien, mais ils sont à la base de nombreuses chaînes alimentaires. S'ils déclinent, c'est tout l'édifice qui vacille, du saumon jusqu'aux baleines. Et même les poissons sont touchés, leurs sens comme l'odorat sont perturbés, ce qui les rend plus vulnérables aux prédateurs. Et bien sûr, cet effet domino ne s'arrête pas au bord de l'eau. Il nous frappe de plein fouet. La pêche et l'aquaculture sont directement menacées.
Le tourisme, qui dépend des récifs coralliens, risque de s'effondrer dans de nombreuses régions. Et ces mêmes récifs, ils nous protègent des vagues. Leur disparition, ça augmente les risques d'inondation. Au final, c'est la sécurité alimentaire de centaines de millions de personnes qui est en jeu. Bon, le tableau est sombre, c'est clair. La question c'est, est-ce que tout est perdu? La réponse est non. Heureusement, on sait ce qu'il faut faire. Voyons un peu comment on peut réparer, ou du moins protéger, notre océan. La solution numéro 1, la plus importante, la seule qui traite vraiment le problème à sa racine, elle est simple à dire, mais évidemment complexe à mettre en œuvre. Il faut réduire massivement et rapidement nos émissions de CO2. C'est la cause du problème, c'est donc là qu'il faut agir. Tout le reste, c'est juste traiter les conséquences. C'est intéressant de comparer les approches. D'un côté, on a les solutions qui s'attaquent à la source du mal, moins d'énergie fossile, stopper la déforestation, etc. De l'autre, on a des sortes de pansements technologiques. La géo-ingénierie, par exemple, qui viserait à refroidir la planète, eh bien, ça ne ferait absolument rien pour arrêter l'acidification. L'océan continuerait de souffrir en silence. C'est un pari extrêmement risqué. En parallèle de l'action mondiale sur le CO2, agir au niveau local, c'est crucial. Créer des sanctuaires marins, restaurer les mangroves qui absorbent du carbone, réduire les pollutions locales. Tout ça, ça aide à renforcer la résilience des écosystèmes. C'est un peu comme donner des vitamines à un patient affaibli pour l'aider à mieux résister au changement global qui, lui, est déjà là. Et on va terminer sur cette question. L'océan a toujours fait preuve d'une résilience incroyable. C'est vrai. Mais cette capacité, elle n'est pas infinie. Toutes les preuves scientifiques nous montrent qu'on est en train de pousser le système dangereusement près de son point de rupture. Alors la vraie question, c'est, sommes-nous vraiment prêts à tester ses limites ?